Salut Internet, Pierre-Louis Renaud. Aujourd'hui, pour te partager mes découvertes jeux de rôle du mois d'août 2024. C'est un segment où je présente les jeux que j'ai essayés. Fait que les jeux que j'ai pu jouer en présentiel ou en virtuel avec mes amis de One Shot, ou des jeux que j'ai pu lire, que ce soit des suppléments jeux de rôle, des livres d'aventure ou autres. Fait que j'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous inspirer pour vos parties. On a pu jouer à Fist. F-I-S-T. C'est un jeu dans lequel on incarne des mercenaires surnaturels. On s'inspire d'univers comme le BPRD par exemple, dans Hellboy, ou Suicide Squad. Imaginez des gens qui ont des pouvoirs, mais qui sont peut-être pas nécessairement des héros. Pas des super-héros en tout cas. Et ils sont engagés par des compagnies de mercenaires, de thugs armés pour faire des missions. On va créer un personnage en 2 ou 3 roulées de dés, donc c'est extrêmement rapide. Vous allez avoir votre mercenaire unique. On combine des traits. Il y a une table 666, là, donc vous avez 555 entrées de traits, où est-ce que vous pouvez combiner 2 traits différents, puis ça va vraiment donner la saveur de votre personnage. Êtes-vous un robot mercenaire? Êtes-vous un zombie psychique? Êtes-vous... toutes ces affaires-là sont possibles. Vous en roulez 2, vous en choisissez 2, vous avez votre personnage, et vous avez un trait qui définit votre rôle au sein de l'équipe. C'est un peu qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Est-ce que vous cherchez la vengeance? Cherchez-vous à vous enrichir? Êtes-vous nihiliste? Peut-être que vous faites ça parce que vous croyez qu'il n'y a plus aucune valeur dans la vie ou dans l'univers. Puis, ce qui est très chouette après, c'est que le système s'inspire un petit peu de Powered by the Apocalypse. Donc, pour résoudre n'importe quel jet dans le jeu, vous lancez 2 dés à 6 faces. Et le résultat va vous dire si c'est un échec, pur et dur. Donc, si vous obtenez en bas de 6, c'est un échec. Ce que vous entreprenez, ça échoue et vous subissez les conséquences. Donc, si c'est dans du combat, vous recevez du dégât. Si vous avez entre 6 et 8, si je ne me trompe pas, c'est une réussite mitigée. Donc, vous parvenez à vos fins, mais la situation se complexifie. Est-ce que de nouveaux gardes arrivent, il y a du renfort, une partie du mur s'effondre, vous vous cassez la cheville. Tout ça, c'est possible. Et finalement, vous avez un succès pur et dur si vous obtenez 8 et plus, quelque chose du genre. Donc vous roulez, il n'y a pas de move, il n'y a pas de playbook. Je vais vous prévenir aussi, c'est un jeu qui est super mortel, inspiration vieille école. Donc vous avez 6 points de vie, théoriquement en début de partie. Fait qu'avec ça, il est très possible qu'en 1 ou 2 coups reçus, vous soyez mort. Mais je dois dire que j'ai senti que les joueurs qui s'étaient lancés dans l'aventure ne visualisaient pas tous le même monde. Le jeu se présente quand même avec des illustrations assez sérieuses, un ton un petit peu pince sans rire, du genre voici la mission, voici votre briefing, cher agent, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Mais moi, le jeu, je l'ai senti très drôle. Je me suis senti beaucoup plus proche de Suicide Squad, Men in Black, que d'un vrai film deep dark où on joue des agents ultra sérieux à la X-Files. Non. Surtout quand tout est généré aléatoirement sur une table, où est-ce que tu peux finalement être un clown explosif. Je pense qu'inévitablement, il faut relativiser nos attentes face au sérieux du système. On n'est pas des super-héros invincibles, on est même au contraire extrêmement fragiles. C'est pour ça que je pense encore plus à Suicide Squad et au fait que tout le monde va mourir dans les 15 premières minutes. Ensuite, on a aussi joué à Triangle Agency, qui est un jeu vraiment particulier, vraiment unique. Fait que merci à Yannick d'avoir roulé la partie. C'est un jeu dans lequel on incarne les agents de la fameuse agence Triangle. Fait que c'est une agence qui doit régler les anomalies temporelles sur Terre. C'est que la réalité, voyez-vous, un peu comme dans Mage, pour ceux qui connaissent le jeu The World of Darkness, la réalité est malléable. Et l'agence Triangle est là justement pour s'assurer que la réalité ne devienne pas complètement toute déréglée. Ce serait le bout du bout, non? Déjà que tout va mal. Fait que vous êtes des agents. Travaillez là-bas, qui avez le contrôle d'une anomalie. C'est pour ça que vous travaillez là-bas. C'est parce que vous êtes d'une certaine façon capable de modifier la réalité. Et vous travaillez dans cette agence-là qui porte tous les codes de The Office. Là. Imaginez
un espèce de bureau beige avec un guide de formation détaillé, le parfait guide du petit employé. Puis ça me fait tellement rire parce que j'ai pensé beaucoup à la série télé Severance aussi, dans lequel c'est une espèce de cauchemar bureaucratique où il faut toujours appeler à l'agence pour avoir l'autorisation de changer la réalité, mais il faut remplir des formulaires pour pouvoir le faire. Et la proposition assez unique du système, c'est que peu importe ce que vous essayez de faire, vous allez échouer. Parce que les mortels peuvent pas, sans pouvoir ou sans l'aide de l'agence, réussir à combattre des anomalies. Les deux seules façons de ne pas échouer dans votre projet, c'est de soit utiliser votre anomalie, donc votre série de pouvoirs bien déterminés par le jeu, ou en modifiant la réalité grâce à l'agence. Et c'est vraiment tricky, c'est original, parce qu'on essaie de faire des choses un peu à la Donjon Dragon. Genre, est-ce que je peux mentir à l'infirmière? Je suis capable de me faufiler par en arrière. Mettons que j'essaierais d'acheter... Puis tout ça, il n'y a pas de jet de persuasion, il n'y a pas de jet de tromperie. C'est juste, est-ce que tu utilises ton anomalie ou est-ce que tu modifies la réalité? Et quand tu fais un jet pour utiliser ton anomalie, tu lances 6 dés à 4 faces. Parce que le jeu est obsédé par le chiffre 3. Et tous les 3, seulement les 3, sont des succès. Alors, il faut que tu aies au moins un 3 pour réussir ce que tu entreprends. Et les pouvoirs sont vraiment, vraiment le fun, où on modifie la réalité et on a ce set de coffres à outils. Là, moi, par exemple, j'étais un gun, et un gun, ça c'était mon anomalie, me permettait de faire disparaître certaines choses de la réalité en les pointant avec mon gun. Et mon gun, ça a donné que c'était un katana, mais ça aurait pu être une télécommande, ça aurait pu être mon téléphone, ça aurait pu être un pointeur laser. Et donc, tu roules 6 dés à 4 faces, et si tu as un 3, tu réussis à faire disparaître la chose souhaitée. Mais si tu échoues, mais tu crées une espèce de paradoxe. Et moi, dans mon cas, ça faisait que la chose souhaitée mourait de façon atroce et horrible et sanglante. Fait qu'il y a vraiment un push your luck. Il y avait un personnage qui avait le pouvoir de trouver des raccourcis, un personnage qui avait le pouvoir de faire apparaître des choses. Fait que j'ai l'impression que ça trouve une façon de encadrer, de façon assez rigide, les idées un peu folles qu'on trouve dans les jeux de magie freeform comme Mage, justement l'Ascension. J'ai adoré la présentation du livre, elle est vraiment très drôle. Les récompenses aussi sont vraiment chouettes. Donc, on a certains objectifs liés à notre personnalité. Et ces objectifs-là, si on est capable de les atteindre, on va avoir des recommandations à la fin de la session, ce qui va nous permettre peut-être d'être l'employé du mois. Et ça, c'est une façon de progresser comme personnage. Il y a certaines entrées dans le livre qui nous demandent d'aller à l'annexe du livre. Et il y a une jungle d'annexes. Je pense qu'il y a genre une centaine d'entrées que tu peux aller lire à certains moments précis de ton évolution dans les échelons de l'agence. Donc quand tu gagnes une promotion, là, soudainement, tu peux aller lire une entrée qui va ouvrir un nouveau pan mécanique du jeu, comme un espèce de jeu de rôle Legacy. Très, très weird, mais en même temps, ça a vraiment piqué ma curiosité. Moi, tu vois, je trouve que le cadre est un petit peu rigide. J'aime que Mage soit un peu plus freeform, qui te laisse un peu plus de place dans la façon dont tu déploies tes pouvoirs, que tu modifies la réalité. Ici, l'agence Triangle te met vraiment dans un setting de bureau, cubicule, ordinateur, 9 à 5. Et moi, je sais pas jusqu'à quel point je résonne avec ces thématiques-là, avec cet univers-là. Je sais pas si je me vois jouer ça sur une campagne à long terme. Mais quand même, je pense que ça vaut le détour. C'est quand même assez unique comme jeu. Et c'est maintenant la section déjà des jeux que j'ai lus, mais pas joués. Alors, il faut bien sûr prendre ça avec un grain de sel. En premier lieu, je suis dans une campagne de Spire présentement. Spire, le jeu de rôle, dans lequel on incarne des révolutionnaires dans un monde magique. Donc, on tente de renverser l'ordre des tyrans au milieu d'une tour magique remplie d'elfes et de drâles. C'est vraiment un bon jeu. Je pense que c'est un genre de jeu qui est un slow burn. Donc graduellement, tes personnages mijotent. Et au début, tout va bien. Les pouvoirs des personnages sont vraiment cool. Fait que tes voix avancer, mais de partie en partie, tu les vois s'amocher, s'épuiser, se drainer. Et là, dans les dernières sessions, là, oh mon Dieu, que les choses ont complètement basculé. En un roulé de dés, leur vie peut complètement changer.
Mais je pense que c'est la peur de beaucoup de gens de se lancer dans Spire, c'est que c'est intimidant. On se dit, hey, ça a l'air d'être difficile pour le maître de jeu. Il faut vraiment mettre ses joueurs dans un meat grinder. Ça peut être long. 7-8 sessions, je sais pas si je suis prêt à m'embarquer là-dedans. Eh bien, j'ai acheté un livre qui s'appelle Shadow Operations. Et c'est un recueil de 11 one-shot, 11 missions qui peuvent se rouler en 3 heures pour Spire, le jeu de rôle. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est 11 super one-shot. Fait que pour ceux qui veulent juste se tremper les orteils, qui sont peut-être pas prêts à ouvrir une campagne, ou qui veulent avoir de l'inspiration justement pour lancer un point de départ à leur campagne, parce que c'est vrai que c'est dur, hein? Le monde est tellement foisonnant qu'on est comme... je commence où? Vous avez une mission par exemple où il faut essayer d'infiltrer le dernier train du réseau vermicien. Donc un train fou qui peut jamais arrêter, qui traverse les métros sans fin, qui parcourt la tour, et c'est le seul train fonctionnel. On ne sait pas qui l'active, on ne sait pas qui est aux commandes, mais on a reçu la mission d'embarquer à bord, de comprendre son fonctionnement, puis de voler le mécanisme. Il y a une mission où il faut infiltrer le mariage d'un parrain du crime organisé, et il faut le supprimer pour différentes institutions. Mais c'est un gars qui vend des armes. Fait que c'est un mariage qui est full de guns. Il y a une section qui s'appelle, ça, je trouve ça génial, ils sont super bien présentés, l'objectif de la mission, les personnages, les lieux, des scènes proposées et une twist. Donc, pour un one-shot, c'est parfait parce que tu veux mettre tes joueurs dans quelque chose qui se prépare à quelque chose et qui finalement, ben, tu leur tires le tapis en dessous des pieds puis ils sont comme « Oh non, ok, je pensais pas que ce serait ça, on va mourir ». Super section aussi sur comment rouler un one-shot à la fin du livre. Il vous propose de rouler un one-shot en utilisant des petits papiers pour un petit peu schématiser les lieux, les personnages, là où se trouvent les joueurs. Fait que c'est vraiment une très bonne idée pour un one-shot rapide. Fait que oui, je recommande. Une découverte fascinante récemment aussi, j'ai lu quelque chose qui est un des meilleurs livres que j'ai lu pour la 5e édition de Donjons Dragons, de mémoire récente. Ça s'appelle A Life Well Lived. L'idée du livre ici, c'est de servir de création de personnages alternatifs. Moi, j'adore ça. J'avais déjà ma méthode maison de création de personnages alternatifs dans 5e édition. L'idée ici, c'est de proposer à vos joueurs ce qu'on appelle un life path, donc un trajet de vie. Il y a plusieurs jeux de rôle qui utilisent cette méthode-là pour créer un personnage. Et dans le fond, ce que ça va faire, c'est penser à Burning Wheel, penser à Traveler. C'est un jeu dans lequel on va suivre le personnage dans différentes étapes importantes de sa vie. Donc, on va rouler de façon aléatoire pour découvrir, OK, t'es né dans quelle famille? C'est quoi l'événement le plus marquant de ton enfance? Où t'as fait ton éducation? C'est quoi ton niveau monétaire? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ton métier, ton premier travail? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Il y a des tables et des tables et des tables aléatoires pour rouler et découvrir votre personnage. Essayez d'explorer toutes les facettes de sa vie avant qu'il devienne un aventurier. Je vous dirais que le livre est vraiment malin dans le fait qu'il est conscient qu'on crée le passé d'un aventurier. Il faut pas y écrire toutes ses meilleures aventures. Fait que c'est toutes des choses qui mènent au fait qu'on est un aventurier. Parce que ce que ça fait, c'est chacun de ces événements-là va vous apporter quelque chose. Soit un modificateur de caractéristiques, un bonus de maîtrise dans une compétence spécifique, un petit pouvoir unique que vous n'avez juste vous. C'est pas un pouvoir officiel de la 5e édition. Par exemple, ça peut être votre musique est capable d'apaiser les animaux. Ou ça peut être un truc du genre vous êtes jamais surpris pendant votre sommeil à cause de cet événement-là que vous avez vécu. Moi, j'ai trouvé ça absolument awesome. Je trouve que le livre est vraiment bien fait. Puis c'est pas tout, hein. C'est pas juste le life path. Le livre aussi propose des activités de downtime. Il vous propose par exemple de faire des activités autour du feu de camp, avoir des activités de downtime dans lesquelles vous pouvez investir. Il vous propose aussi un système mécanique pour une dernière session qui s'appelle la retraite. Fait qu'est-ce qui arrive à votre aventurier après l'aventure? On peut rouler des choses pour découvrir c'est quoi la fin de la vie de ce personnage-là. Fait qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Fait que j'ai trouvé que c'était un livre fascinant, puis ça m'a vraiment donné le goût de l'utiliser. J'ai lu aussi La
campagne pour le jeu Delta Green. Donc c'est un jeu d'investigation. Delta Green, c'est le genre de jeu où on va incarner un agent des bureaux postaux, on va incarner un agent de la garde-côte, un ancien béret vert, on va incarner un agent du FBI peut-être, ou de la GRC, dépendamment du pays où vos agents résident. Et on va tomber sur des événements surnaturels. Des événements qui sont toujours reliés de près ou de loin au mythe de Lovecraft. Moi, j'adore Delta Green, c'est un de mes jeux préférés. Et cette campagne-là, c'est leur deuxième effort à grand déploiement. Là. Une aventure qui va amener vos agents sur une vingtaine, trentaine de sessions et qui va couvrir une vingtaine d'années. Donc de 2001 à 2022-2023. C'est très très deep. Ici, je veux quand même je veux pas spoiler, mais je préfère vous avertir quand même, je vais parler un peu du contenu de l'aventure. Si vous pensez que vous voulez le jouer un jour, peut-être skipper au prochain jeu. God's Teeth, c'est l'histoire d'une entité. Une entité sans âge et sans nom qui a posé son regard sur les animaux de notre planète. Et cette entité-là, que certains ont appelée Bast, comme le dieu égyptien, est capable de contrôler les envies des animaux pour assouvir ses besoins. Et donc, il y a certaines entités qui vont être des choisis de Bast et qui vont devenir ses dents dans notre monde. Et les agents de votre campagne, vos joueurs, vont devenir des dents de Bast. Ça peut sembler vraiment flyé, là, ça, ce que je dis, mais l'idée ici, c'est que les gens choisis par cette entité-là vont graduellement devenir ces agents dans notre monde. Des agents qui sont là pour tuer, détruire, se nourrir de la chair, de la matière organique de notre monde. Mais ça, c'est le destin de vos agents. C'est beaucoup les thématiques que va explorer cette aventure-là. C'est la fatalité. Il n'y a rien de ce que les agents vont pouvoir faire qui vont les empêcher de devenir les dents de Bast, de servir les intérêts de cette créature-là. Et il y a plein de twists dans l'histoire qui vont forcer les agents sur ce chemin-là. C'est ça qui est particulier parce que même le fait de se rebeller contre ce destin exécrable, ça fait partie du plan de cette entité millénaire-là. Fait que c'est vraiment ce qui est exploré ici. Il y a des thématiques, je vous dirais, qui sont super angoissantes. Je sais pas trop comment je me sens par rapport aux thématiques exploitées ici parce que ça va vraiment loin, vraiment deep. On parle de maltraitance faite aux enfants, violence face aux animaux. Il y a des choses innommables qui sont créées pour cette entité-là. Je trouve ça quand même très dur à lire. Je pense qu'il y a des vraiment bons flashs. Ça a l'air d'être une super bonne campagne. Le matériel est comme insane, comme toujours. Arc Dreams Publishing font des super belles affaires. Mais je sais pas si je me sentirais le stamina de me lancer là-dedans. Je vous dirais que leur autre grande aventure, Impossible Landscapes, qui explorait le mythe du roi en jaune. Donc l'idée que, oui, ok, parfait, il n'y a rien de ce qu'on vit ici qui est réel. Tout ça n'est qu'une farce, une comédie. Ces thématiques-là me parlaient plus. Je les trouvais pas drôles, mais peut-être un petit peu plus facile à embrasser. Puis tu vois, je le lisais, puis je pouvais pas m'empêcher d'être attiré par cette histoire-là, puis vouloir aller au bout, essayer de comprendre, mais où ça va mener, c'est quoi l'apothéose de tout ça. Puis je pense que c'est ça qui est recherché par les gens qui veulent une aventure de ce type-là de Delta Green. C'est de vivre cette expérience angoissante d'horreur où t'as les... Tu grinces des dents parce que t'es comme, mais où ça va me mener? Jusqu'où ça va aller? Fait que si vous recherchez ce genre d'expérience horrifique, ce genre d'expérience dure pour malmener des personnages, je pense que ça peut être intéressant. J'ai lu aussi le supplément pour le jeu de rôle du Seigneur des Anneaux de One Ring, 2e édition, qui s'appelle Moria à travers les portes de Durin. Donc, oui, la version anglaise, qui a été envoyée par Free League. C'est un supplément qui nous permet de découvrir les mines de la Moria. Alors, ces fameuses mines qui traversent les héros de la communauté de l'anneau. Donc, le livre nous force pas à le faire, mais il nous suggère de peut-être incarner l'expédition de Balin
le cousin de Gimli, pour reprendre le contrôle des anciennes mines de la Moria. Donc c'était des mines, une grande cité naine, des mines, ils ont creusé tellement profondément qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils ne devaient pas. Une créature du premier monde, de l'ancien monde, un Balrog. Je pense que je commencerai avec un gros avertissement. Moria, ce supplément-là, c'est pas un dungeon crawl. Fait qu'on est vraiment loin des méga donjons avec des tunnels quadrillés, détaillés, avec des petits chiffres pour nous dire, OK, dans la pièce 1, vous avez 3 kobolds. Dans la pièce 4, vous avez une fontaine. Si vous buvez de son eau, vous êtes mort. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est un donjon très One Ring. Donc c'est très abstrait. On nous parle d'impression, de feeling, de lieu, de personnages. Énormément de lore. On a construit beaucoup sur le lore de Tolkien, bien sûr, parce que ça adonne que Tolkien n'avait pas écrit de supplément à Moria, le petit Anna. De ce que j'en sais, c'est très respectueux quand même de l'univers, du ton de Tolkien. Il y a des choses fascinantes qui donnent des idées d'aventure. Il y a tous les chefs orques et gobelins qui rivalisent en ce moment pour le contrôle des tunnels de la Moria. Parce qu'il faut pas oublier, la Moria, c'est vraiment vide. Il n'y a plus personne qui vit là, ou presque, que des créatures monstrueuses et des spectres. C'est vraiment une tombe. Les lieux qui sont détaillés sont formidables. Il y a plein de bonnes idées inspirantes. Le artwork, les illustrations à travers le livre sont fascinantes. J'ai aimé aussi qu'il y a un mode solo upgradé. Donc si vous aimez le mode solo de One Ring, c'est-à-dire vraiment jouer vous tout seul avec vos idées, quelques tables aléatoires, ils ont vraiment buffé le système pour vous permettre d'avoir des compagnons. Par exemple, Balin et vos amis nains. Puis faire des grosses batailles contre un paquet de gobelins. Là. Imaginez votre petite escouade lutter au milieu d'un pont désert, au milieu de la mine. Peut-être qu'un jour, je vais m'y lancer. Est-ce que vous jouez en solo à des jeux de rôle? Y a-t-il quelqu'un qui peut me partager son expérience? Avez-vous joué à One Ring en solo? Laissez un petit message en commentaire. Ouais, puis finalement, mon seul petit bémol aussi avec Moria, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration qui me donne le goût de faire des aventures, mais il n'y a pas à proprement parler une aventure. Tu sais, genre mission, objectif, personnage, lieu final. Pas vraiment, tu sais. Il faut que tu construises un peu avec ces éléments-là ta propre aventure de type Moria. Ça aurait été le fun quand même d'avoir une espèce de soit une mini-campagne ou un one-shot qui met en vedette la Moria, mais bon, c'est pas le cas. Vous l'avez peut-être vu passer finalement, ça a été le lancement ce mois-ci du Kickstarter du jeu de rôle du Cosmere. Alors Cosmere, c'est l'univers fantastique de l'auteur Brandon Sanderson, qui est un des auteurs les plus prolifiques de notre génération en termes de fantasy, fantastique, médiéval. C'est un gars qui écrit énormément. Et il a fait un Kickstarter pendant la pandémie qui a été un succès phénoménal, où il a vendu des livres qu'il avait écrits pendant la pandémie. Un des plus gros Kickstarter jamais enregistrés dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, il a décidé de faire un jeu de rôle avec Brotherwise Games autour de son univers. Alors, les règles sont déjà disponibles sur Demiplane. Fait que si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, vous pouvez créer des personnages, c'est possible. Je vais mettre en description le lien pour le faire. Écoute, moi, j'ai juste lu Mistborn de Sanderson. J'ai commencé les archives de Rochard, là, Stormlight Archives, mais fait que prenez ça avec un grain de sel. Je dois dire que quelqu'un qui connaît pas l'univers de Sanderson arrive dans quelque chose d'un petit peu incompréhensible. Je pense que ça s'adresse surtout à des gens qui connaissent et qui aiment l'univers de Sanderson. Je dois dire que c'est un système des 20 assez classique, où on va rouler un des 20, ajouter des modificateurs pour essayer de toucher un niveau de difficulté. On a une classe d'armure mentale, une classe d'armure physique. L'armure donne une résistance aux dégâts. Ce genre de choses. On est vraiment en terrain connu. J'ai vu qu'il y avait ce qu'il appelait un plot dice, qui est un D6 qu'on ajoute à certains lancers de D20. Et si vous obtenez un 5 ou un 6 sur ce fameux dé, vous avez une opportunité. Et si vous obtenez un 1 ou un 2, ben à ce moment-là, il y a une complication. Fait que c'est comme un dé d'intrigue. Je pense que ça part du concept que Sanderson est un auteur, il donne beaucoup de conseils sur comment écrire, comment faire une bonne histoire. On s'est dit, on va mettre un petit dé d'histoire dans notre système. L'histoire, un auteur,
je dois dire, je trouve ça très peu inspiré pour l'instant. Et les moments mécaniques où on doit ajouter ce dé d'intrigue, c'est vraiment laissé à la discrétion du maître de jeu ou du joueur. J'ai l'impression que c'est un peu fuzzy. J'aurais aimé ça avoir quelque chose d'un peu plus structuré, un peu plus clair. Les pouvoirs ont l'air chouettes. Écoute, je veux pas avoir l'air de descendre le jeu, je l'ai pas essayé. Mais je dois dire que j'ai pas vu quelque chose d'aussi surprenant mécaniquement qui m'a autant allumé que quand on a essayé Dagger Heart ou DC-20, par exemple. Fait que non, je ne pense pas que mécaniquement ça va être vraiment un rival pour Donjon Dragon. Mais I guess que si vous aimez Mistborn, Rochard, hey, sachez-le, il va sortir des extensions du jeu de rôle pour jouer dans l'univers de Mistborn. Fait que ça, peut-être que ça va m'intriguer de voir les pouvoirs d'un métallomancien, là, de contrôler le fer, l'acier, puis les autres métals. Et avant de terminer ça, Internet, j'aimerais parler des petites annonces ludiques. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur DriveThru RPG, qui est un magasin qui vend des PDF de jeux de rôle en ligne. C'est pas une publicité, je l'ai juste vu passer dans mes courriels. En fait, je suis abonné à Free League. Ils m'ont envoyé tout le matériel jeu de rôle de Alien est à moitié prix pour un temps limité sur DriveThru RPG. Fait que si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle de Alien, qui est vraiment ma découverte de l'année, j'ai eu tellement de plaisir dans la campagne qu'on a faite avec Coup Critique. 50% de rabais, c'est pas rien. Et on parle des aventures, des suppléments, du livre de base. Fait que allez voir ça. Puis dites-moi ce que vous avez pensé du dernier film de Alien. Fait que merci d'avoir été là, Internet. On se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes jeux de rôle. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos jeux de rôle pour ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qu'il faut que j'essaye, là? Fait que on se retrouve bientôt. Puis d'ici là, soyez gentils avec vos amis.